génial! Oh, on aurait dit que t'as fait ça toute ta vie. Et ton ami Audrey a raison, hein. C'était toi la plus belle, ma chérie. Merci. Je suis tellement heureuse. Et moi tellement fier de toi. J'ai réservé au Bristol. On va aller fêter ça tous les deux. T'aurais dû me prévenir. J'ai prévu quelque chose avec Audrey, on sort et on nous attend. Où tu vas? Au Night Fellow. Écoute, ma chérie, j'ai pas très envie que tu ailles là-bas. Papa, j'ai quand même le droit de sortir. Mais tu n'as pas le droit de te détruire. Écoute, t'exagères vraiment. Claire, je ne plaisante pas. Je ne veux plus que tu sortes là-bas. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre à la fin, Je hein? veux que tu foutes les pieds dans cette boîte, c'est clair? Fallait pas la racheter alors avec ton fric de merde. En attendant, mon fric de merde, il a payé pour ce défilé. Viens, Audrey, on se casse. Tu veux que j'aille dire à ton père de se calmer? Faut vraiment qu'il te lâche, hein. T'as qu'un mot à dire et je lui fais sa fête. Dis pas de bêtises. Mon père est plus coriace que toi, hein. Tu crois ça? C'est pas que je ferais n'importe quoi pour toi. Arrête, Dan. Arrête. Arrête ça. On se calme. Tu me fais peur, Gantz. Arrête, Dan. Je reviens encore une fois avec un truc comme ça. Tu fous plus les pieds ici. Je t'oblige. Allez, hop. Si recommence à t'emmerder, tu me préviens. Ça va, il est juste un peu bourré. Il n'a rien fait de grave. C'est ça, oui. Il a juste failli te violer. J'aurais dit quoi à ton père, moi? C'est bien, tu vas pas te mettre à me chaperonner, toi aussi. Je tiens à mon job. Et à toi aussi. Tu viens dans mon bureau. Viens, va fumer une clope. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, t'occupe de ça. Fais-les rentrer. Change-le tout de suite. Hein. Non, je te fais virer. Mais arrêtez. Je suis juste allée chercher des Putain, mais papa, réponds. Réponds. Ça va pas, Claire? Je peux faire quelque chose pour toi? Papa. Je t'aime, papa. Papa. Il a été assommé là, et puis tiré à l'écart. Puis poignardé, avec un couteau à double tranchant. Analysez les fers, vous allez certainement trouver des résidus de peau sur l'un d'eux. C'est ça? Monsieur Beaupré venait souvent jouer ici? Tous les samedis matins. Le club lui appartient. Il jouait seul ou il avait un caddie? Il aimait faire son parcours en solitaire. Ça l'aidait, disait-il, à prendre les grandes décisions. Et sa fille, elle est arrivée à quelle heure? Environ 1 heure après lui. Ils lui ont dit à la réception qu'elle trouverait son père sur le parcours. C'est elle qui a découvert le corps. Elle était déjà là quand je suis arrivé. Est-ce qu'on peut accéder à cette partie du golf par l'extérieur? À partir de la nationale, il suffit de sauter quelques haies. Il n'y a pas de mesure de sécurité particulière. Il n'y en avait pas le besoin, on n'a jamais eu de problème. Et il était habituel qu'elle le retrouve le samedi matin? Oh non, c'est peut-être même la première fois que ça arrive. Ils n'étaient pas très proches. Si, même si entre eux c'était parfois orageux. Ça doit pas être facile pour une gamine de 20 ans d'être la fille d'un milliardaire. Au revoir, messieurs, merci. Je vous en prie. C'est sûr, être fille de milliardaire, je la plains. Ah, mais j'étais pas ironique, hein. Quand on peut tous payer, il n'y a plus de désir. T'expliqueras ça à ceux qui gagnent 2000 €. Et on gagne 2000 €. Bon, qu'est-ce qu'on a de plus sur elle? Elle vient de faire son premier défilé comme mannequin, grâce à son père qui possède une maison de haute couture. En plus d'une chaîne d'hôtels et de nombreuses boutiques de luxe. Faut croire qu'il a envie qu'elle s'occupe, hein. Pourquoi tu dis ça? À mon avis, il a dû faire un séjour récent en clinique. Bien vu. Elle a passé 3 semaines à la clinique d'Auteuil l'an dernier pour soigner une dépression. Officiellement. Bon. Mademoiselle Beaupré, je suis le commandant Revel et voici ma collègue, le lieutenant Rousseau. Nous savons combien le moment est difficile, mais il va falloir que nous vous posions quelques questions. C'est pas vraiment le moment. Je veux juste rentrer chez moi. Vous voulez un verre d'eau, un café? Vous comprenez pas?
Mon père est mort. Alors à moins que je sois suspecte ou je sais quoi, je veux rentrer chez moi. Nous cherchons simplement à comprendre ce qui s'est passé. J'avais quelque chose à dire à mon père. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé recouvert de sang. Il avait les yeux fermés ou ouverts? Ouvert, je crois. C'est vous qui les avez fermés? Mademoiselle Beaupré, est-ce que vous avez pris des stupéfiants? Ça va pas, non? Je voudrais bien passer un test de dépistage. C'est nécessaire pour certifier votre témoignage. Ne répondez pas, Claire. Bernard. C'est horrible. Comment on a pu lui faire ça? Maître Bernard Desmoines. Je suis un ami de Monsieur Beaupré. Et avocat, par la même occasion? Claire répondra à vos questions dès qu'elle se sera un peu reposée. Vous pouvez compter sur son témoignage. Allez, viens, Claire. C'est bien un club de golf qui a entaillé le cuir chevelu de Monsieur Beaupré, madame la procureure. Et l'arme avec laquelle il a été poignardé? On l'a pas retrouvé. Mais selon l'analyse de la blessure, il s'agit bien d'un couteau à double tranchant. Donc, Claire Beaupré découvre le corps de son père quelques minutes après sa mort, mais n'aperçoit pas celui qui l'a tué. Or, personne n'est entré sur le golf ce matin, et aucun suspect n'a été signalé sur le parcours. Ses habits auraient été forcément tachés de sang si elle l'avait tué. Pas forcément. S'il était inconscient, il s'est pas débattu. Et la lame a surtout provoqué une hémorragie interne. En revanche, il fallait un sacré swing pour l'assommer avec un club de golf. Oui, mais il se méfiait pas d'elle. Elle a pu le prendre par surprise. Ce qui est sûr, c'est que Claire Beaupré nous cache quelque chose. Elle consomme de la drogue, elle nous confirme qu'elle a fermé les yeux de son père, mais elle n'a trouvé aucune empreinte, bien que son visage était couvert de crème solaire. Pourquoi mentir à ce sujet? Qu'elle lui ait fermé les yeux ou non ne la disculpe en rien. Elle a menti parce qu'elle se sentait coupable. Il s'est passé quelque chose hier soir entre son père et elle qui l'a poussée à venir le voir très vite. J'ai vu mon père vivant pour la dernière fois juste après le défilé d'hier soir. C'était votre premier défilé? Il devait être fier. Hein. Il n'a pas voulu passer la soirée avec vous? Si, mais j'avais un autre engagement. Vous étiez proche? Oui. Surtout depuis que ma mère est retournée vivre aux États-Unis. Mais récemment, il commençait à vouloir complètement contrôler ma vie. C'est la raison pour laquelle vous êtes disputés? Et qu'est-ce que vous avez fait après cette dispute? Je suis sortie avec ma copine Audrey Russell. Où? Au Night Fellow. C'est un bar que possédait mon père et je suis rentrée vers 3h. Et le lendemain matin, vous vous réveillez à 8h pour aller en voiture au golf de Chessy. C'est vous qui conduisiez? Oui, j'étais seule. Vous avez dit à quelqu'un où vous alliez? Non. Est-ce que quelqu'un parmi vos fréquentations possède un couteau? Je suis pas du genre à fréquenter des gens armés de couteaux. Et pourtant, vous fréquentez beaucoup de monde. C'est des ragots. La colère de votre père n'était pas provoquée par un de ces ragots, justement? Il voulait pas que je sorte, point. Il avait peut-être des bonnes raisons de s'inquiéter pour votre santé. Nous savons que vous avez passé 3 semaines à la clinique d'Auteuil l'été dernier. J'étais en dépression. On y traite surtout les addictions. Je me suis soignée. J'ai pas touché un verre depuis longtemps. Pourtant, votre père n'est pas rassuré. Mon père s'inquiétait pour moi parce qu'il m'aimait. Et maintenant, il est mort. Il peut même pas me défendre contre des personnes comme vous qui avez décidé de me traiter comme une criminelle. Mademoiselle. Non, ça suffit, c'est moi qui ai perdu quelqu'un, c'est pas vous. Alors laissez-moi tranquille maintenant. Peut-être que pour Jean-Jacques Beaupré, les problèmes d'addiction de sa fille étaient liés aux personnes qu'elle fréquentait au Night Fellow. C'est bien placé pour le savoir, vu qu'il en est le propriétaire. J'ai vaguement aperçu Mademoiselle Beaupré, oui. J'étais très occupé, c'était bondé. Et votre clientèle, c'est quel genre? La jeunesse parisienne dorée, des musiciens, des mannequins comme Claire. Et quand vous l'avez aperçue, elle était avec qui? Franchement, j'en sais rien. Elle est toujours entourée par un tas de monde. Vous avez des caméras de surveillance. On peut obtenir les images de la soirée? On filme mais on n'enregistre pas. Protection de la vie privée des clients. Ouais, je comprends, ouais. Et Claire Beaupré, elle continue de boire? Les barmen ont pour consigne de ne lui servir que des cocktails sans alcool. Ordre de son père. Se préoccuper de sa fille, c'est normal. Enfin, il voulait surtout qu'elle donne une bonne image. Pourquoi elle fréquente des gens qui pourraient nuire à cette image? Comme Audrey Russell, par exemple? Mademoiselle Russell est la fille de l'ambassadeur américain. Donc, elle était là hier.
Elle n'aurait rien fait d'inhabituel ou d'interdit par la loi? Bon, écoutez, j'ai pas passé la soirée à regarder ce qu'elle faisait, d'accord? À mon avis, il a fait que ça. Surveiller la fille du propriétaire et sa copine André. Il s'est rien passé de spécial. Hein. Je suis allée la voir à son défilé. Et ensuite, on allait boire un verre. Audrey, ces gens représentent l'État français. Tu dois leur dire tout, absolument tout ce que tu sais. Okay? Claire a eu une altercation avec son père. Et il l'a giflé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que M. Beaupré gifle sa propre fille? Il ne voulait pas qu'elle aille au Night Fellow. Mais je comprends pas, M. Beaupré possède le Night Fellow. Oui, mais il disait qu'il s'y passait des choses qui ne lui plaisaient pas. Et quelles sont ces choses, mademoiselle Proussel? Je sais pas. Vous êtes sûr qu'il ne s'est rien passé d'anormal hier soir, au Night Fellow? Audrey? Vers 2h du matin, on est sortis, Claire et moi, pour prendre l'air. Et là, dans une ruelle à côté de la boîte, on a vu un homme se faire tabasser par 2 autres. Claire a voulu partir tout de suite et Gans nous a demandé de rentrer. Gans? Jerome Gans, le gérant du bar. Le gérant du bar assistait au passage à tabac? Oui. Est-ce que vous vous souvenez d'un détail qui pourrait nous aider à identifier un de ces hommes? Ils ont sorti le gars d'une camionnette qui était garée dans la rue. Et il y avait un logo dessus. J'ai déjà tout raconté aux policiers à l'hôpital. Alors ça s'est passé porte de Clignancourt. 2 types me sont tombés dessus pour me piquer mon portefeuille. Après, c'est le trou noir. Parole. Vous avez récupéré mes papiers, c'est ça? Non, d'ailleurs, je suis pas sûr qu'on vous les ait volés, M. Benzi. Qu'est-ce que vous voulez dire? De quoi avez-vous peur, monsieur Benzi? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Vous avez travaillé avec le patron du Night Fellow, non? Un certain Jérôme Gans. Jamais entendu parler. Parole. Ah bon? C'est curieux parce qu'on nous a signalé la présence de votre camionnette devant le bar le soir de votre agression. Vous savez, on va retrouver ceux qui vous ont fait ça. Et ils risquent de croire que c'est à cause de vous. Alors je vous ai jamais demandé d'aide, moi? C'est vrai. C'est nous qui vous le demandons. Alors? Alors j'ai refait les peintures de la boîte il y a environ 6 mois quand ils ont rouvert. Tout s'est bien passé sauf qu'ils ont oublié de me payer. Il y en avait au moins pour 100 000 €. Parole. C'est pour ça que vous y êtes allé vendredi soir? J'ai voulu demander à Gans directement de régler ses dettes. Mais dès que je me suis garé, ces sbires me sont tombés dessus. Et ils ont dit que je l'avais oublié pour l'argent et ils m'ont menacé de mort si je portais plainte. Ou si vous parliez directement au propriétaire des lieux qui croit avoir réglé la facture. Il va falloir nous suivre, monsieur Benzi. Vous êtes sûr qu'ils seront pas au courant? Pas si vous nous aidez. Parole. Non. 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 Ce sont eux, les 2 frères. Là, les 2? C'est eux qui m'ont frappé. Gant se contentait de regarder. Les frères Piavoni. Bon, Hubert, vous prenez la déposition de monsieur. Merci. José et François Piavoni. Jérôme Gans travaille avec des Corses fichés au grand banditisme. Qui sont parmi les plus gros trafiquants de cocaïne en France. Jean-Jacques Beaupré possède un bar qui sert de base à des dealers. On va peut-être finir par comprendre comment il a pu décéder de mort violente. Une seconde. Pourquoi t'avais fermé ton bureau? Tu voulais pas me parler? J'essayais juste de faire une sieste. On a un arrivage de Marseille, là, pour ton bar. De la vodka. J'ai 6 mois de réserve. Faudrait que t'apprennes à gérer le long terme, Gans. Depuis que Beaupré a été tué, la police traîne dans le coin. Vaudrait mieux que vous vous teniez à carreau pendant quelques temps. Tu veux pas de notre vodka, ok, mais si tu veux pas d'emmerde, tu nous dédommages. La comptabilité de Beaupré montre que les factures de peinture ont été officiellement réglées à M. Benzi. Qui, au lieu de toucher son argent, s'est fait salement tabasser par les frères Piavoni. Et sur ce Jérôme Gans, qu'est-ce que vous avez? Pas grand-chose.
Avant d'arriver à Paris, il a dirigé 2 discothèques à Brest. Il est passé en correctionnel pour avoir servi de l'alcool à des mineurs et pour avoir dépassé le volume autorisé de nuisance sonore. Mais pas pour acte de violence. Ah bah il faut un début à tout. Si quelqu'un a les moyens de détourner la trésorerie, c'est bien celui qui la gère. Monsieur Gans, ce policier voudrait vous interroger. Mélanie. Je m'attendais pas à te revoir ici. Vous connaissez? Allons dans mon bureau, on sera mieux pour parler. Je peux rien te dire, Mélanie. Tu connais les stupes? Je les connais trop bien, même. Mais arrête de jouer les durs, Antoine, ça te va pas. On fait notre boulot, on enquête sur un meurtre. Mais moi aussi, je fais mon boulot. T'es bien placé pour savoir qu'il est dangereux. Je vous sers un verre? Non, merci. Dis donc, t'es bien installé? Oui, hein. Ça te plaît? Vous avez déjà mené une opération d'infiltration tous les deux? Mélanie t'a pas raconté? Non. Ça fait combien de temps que vous bossez ensemble tous les deux? Bah, pas assez longtemps, faut croire. En même temps, la confiance entre flics, ça prend du temps. On a mené une opération d'infiltration il y a 3 ans sur un trafiquant hollandais, Van Nuiten. J'étais la taupe, Antoine ma base arrière. Et ça s'est mal terminé? Pour Van Nuiten, plutôt, oui. Bon, le passé, c'est le passé. On a un meurtre sur les bras, il va falloir nous aider. Capitaine... Copeau, pardon. Antoine Copeau. Moi, c'est Ravel, Vincent Ravel. Est-ce que Beaupré était au courant que sa boîte était surveillée par les stupes? Désolé, les gars, je peux vraiment rien faire pour vous sans l'aval de ma hiérarchie. Qui pilote l'opération Stup? Bernier. Mais je vous ai pas parlé, hein. Ok? Oui, et à quelle date a commencé l'enquête? D'accord. Très bien, merci, monsieur le divisionnaire. C'est exact. Il y a bien une enquête sur les frères Piavoni au Stup. Ils font la totale. Écoute téléphonique, filature 24 heures sur 24, surveillance bancaire, infiltration. Ils sont suspects dans les meurtres de 2 dealers. Mais ils ont qu'à collaborer avec nous s'ils veulent faire tomber les frères Piavoni. Non. Les stupes ne veulent pas faire tomber les frères Piavoni, sinon ils les auraient déjà arrêtés. Ils veulent démanteler tout le réseau. Et si on leur offre le meurtre de Beaupré sur un plateau? Mais non, Beaupré, c'est pas leur problème. Et jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes au courant de rien. Oui, mais ça va devenir leur problème s'ils refusent de collaborer. Parce que justement, on est au courant de rien. Comment s'appelle cette boîte de nuit déjà, Rousseau? Le Night Fellow, c'est à Pigalle. Vous voulez l'adresse exacte, commissaire Bernier? Écoute, Mélanie, je transmets ta demande à mes équipes sur le terrain, hein. Puis je vous ferai savoir si cette boîte sert de plaque tournante au trafic de stupéfiants. Vous feriez ça? Merci. Ça nous aide beaucoup. Vous travaillez sur quelle affaire? Sur le meurtre de Jean-Jacques Beaupré. Et vous en êtes où? Nous venons d'obtenir 3 mandats d'arrêt. Les frères Piavoni, François et José, et le patron du Night Fellow, un certain Jérôme Gans. Ah non, non. Vous ne pouvez pas faire ça. Ah bon? Et pourquoi donc? Parce que le Night Fellow est une opération d'infiltration de la brigade des stupes. Derrière l'identité de Jérôme Gans se cache un de nos hommes. Antoine Copeau. Antoine? Vous auriez dû me le dire. Je l'aurais rencontré tôt ou tard. Les mandats sont au palais de justice. Vous pouvez appeler la procureure Fontana. Vous la connaissez, c'est pas elle qui va gêner pour une affaire de stup. Enfin, sauf si vous la mettez au parfum. Et nous avec. Cette opération, nom de code Terrier, dure depuis 1 an. Antoine est en train de monter un dossier béton. Extorsion, raquette, blanchiment d'argent. Et François Piavoni, c'est l'étincelle qui va tous les faire sauter. Vous saisissez? Alors on ne va pas mettre toute cette opération en danger pour... Pour une petite enquête criminelle sur un meurtre de rien du tout? Combien de temps il te faut avant que cette opération aboutisse? 4 à 6 mois. 6 mois? Écoutez, Copeau, j'ai un témoin clé dans cette affaire de meurtre. La fille de la victime, Claire Beaupré. Et je vais pas attendre 6 mois avant d'interroger les frères Piavoni. Je crois pas que les Piavoni soient liés à cette affaire. Vous avez aucune raison de refroidir Beaupré. Par contre, je peux peut-être vous aider en surveillant l'entourage de Claire Beaupré. Non, ce n'est pas votre enquête, Copeau. Vous êtes déjà suffisamment en danger comme ça. Laissez tomber le Night Fellow pour l'instant, je ne veux pas risquer la vie d'un de mes hommes. Écoutez, ce bar est au cœur de notre enquête et je la continuerai coûte que coûte. D'ailleurs, je veux voir les vidéos de surveillance. Si c'est une opération d'infiltration, vous gardez forcément les images. Tu as toujours su choisir tes partenaires, Mélanie. C'est un coriace. Tu me connais? Je t'assure qu'on fera rien qui mette en danger ton enquête. Et plutôt à... Les œufs passent partout. Tiens. Merci. C'est presque terminé. Dis-moi, qu'est-ce qu'on ressent quand on joue un rôle comme ça toute la journée?
Ça, c'est sûr que je préférais quand je restais le cul derrière un bureau. Il n'y a pas un jour où je risquais pas de me faire descendre. Mais tu connais ça, toi? Pas vraiment, non. Tu crois que je sais pas que t'as passé 5 ans à l'antiterrorisme? 3 opérations d'infiltration dans les milieux basques, 8 arrestations, 8 condamnations, une tentative d'attentat contre le ministère de l'Intérieur déjouée. Attends. Ouais, mais c'est une autre vie. Ça n'a rien à voir avec les stupes, c'est moins dangereux. Ça, c'est sûr qu'au stup, il y a d'autres écueils à éviter. Mais le café est aussi dégueulasse qu'ici. Ah, voilà. Voilà, ce type-là. C'est Stan Chéron. Une petite frappe qui joue les durs. Il est raide amoureux de Claire Beaupré. Il ferait n'importe quoi pour elle. C'est un couteau à double tranchant, ça. Pourquoi tu nous as pas montré ça dès le début, Antoine? On s'était pas encore mis d'accord pour coopérer. Bon, maintenant qu'on est d'accord, il y a autre chose. Si je trouve autre chose, je vous le fais savoir. À condition, bien sûr, que chacun reste à sa place. Allez, bonne chasse. On a trouvé ça dans ta chambre, Stan. Un couteau à double tranchant. C'est une lame comme ça qui a tué le père de Claire Beaupré. Et alors? C'était pas la mienne. Vous êtes dingue de m'accuser. J'ai rien à voir avec tout ça, moi. On se calme, Stan, on se calme. Allez. L'autre soir, au Night Fellows, tu t'es filmé. On t'a vu un petit peu pressant avec Claire Beaupré. À mon avis, il devait se plaindre que son père la faisait surveiller. Le problème, c'est que on l'a retrouvé mort le lendemain. Un coup de couteau. Un couteau comme le tien. Mais j'ai rien fait, moi. Faut pas croire... Je te conseille de nous dire la vérité, avant que le labo nous apporte la preuve que c'est ton couteau qui l'a tué. Mais vous êtes dingue. Pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Pour briller aux yeux de Claire, hein? Avec ta petite tête là, abrutie par la coke. Si tu sais quelque chose, c'est maintenant qu'il faut le dire. Après, ça risque d'être trop tard. Claire était ultra remontée contre son père. Il l'avait giflé. Moi, je voulais juste la soutenir, lui montrer que j'étais là pour elle. Et puis quand j'ai bu, je dis n'importe quoi. Ouais, moi aussi, quand je bois, j'ai une tendance à dire n'importe quoi. Mais dans ton cas, t'avais l'air quand même assez lucide pour l'attendre pendant quelques heures après que Gantz s'est viré. Le videur, vous avez eu ensemble à 3 heures du matin. Bon, ok, je lui ai parlé. Mais elle était mal, elle a pas voulu que je la raccompagne. Après, on s'est séparés, puis c'est tout. Et chacun est rentré chez soi, comme ça, bien gentiment. Ben moi, oui, en tout cas. Et j'ai pioncé jusqu'à 2 heures de l'après-midi. De toute façon, on est en train de faire circuler ta photo pour voir si tu n'étais pas au golf de Chessy vers 10 heures. C'est pas moi, putain, je savais même pas que Beaupré jouait au golf. Bon, Claire et son avocat sont arrivés. Il semble qu'elle ait retrouvé la mémoire. Stan était à la vodka toute la soirée. Il a descendu 5 verres cul sec. Je parlais de mon père avec lui et il m'a dit qu'il allait lui faire peur et qu'après mon père m'emmerderait plus. J'étais ivre aussi et j'ai pas fait attention à ce qu'il disait. Mais pourquoi il vous aurait parlé comme ça? Il voulait m'impressionner pour coucher avec moi, c'est tout. Il a même sorti une lame pour que je voie jusqu'où il pouvait aller. Vous dites qu'elle a utilisé une lame, c'est ça? Oui, une sorte de couteau à cran d'arrêt. Plus tard, il m'a retrouvée devant la boîte, il m'attendait. Et il voulait coucher avec moi, j'ai refusé. Et il m'a dit qu'il allait me montrer ce qu'il était capable de faire pour moi. Et sur le coup, j'ai pas compris. Et à ce moment-là, il a bu quoi? 3 ou 4 verres de vodka? 5. 5 verres de vodka. 5. Et la mémoire vous revient seulement maintenant? Avec tout ce qui s'est passé, ma cliente aura oublié cet épisode. J'ai compris ce qu'il avait fait quand vous l'avez arrêté. Vous vouliez protéger votre amie, mademoiselle Beaupré. J'aurais jamais pensé qu'il était capable d'une telle horreur. Bon, ben... nous vous remercions pour ce précieux témoignage. Bon, l'analyse du couteau est plutôt concluante. La taille et la forme correspondent à la blessure. Mais on n'a trouvé ni sang, ni tissu sur la lame. Mais il a pu la nettoyer avec un désinfectant. Mais depuis quand un mannequin de 20 ans utilise le mot lame pour désigner un couteau? Seuls les flics et les voyous utilisent ce terme. Elle nous a pas dit qu'elle a beaucoup bu. Elle nous a indiqué précisément qu'elle a bu 5 verres de vodka. C'est comme si quelqu'un lui avait soufflé les phrases. C'est comme si elle avait été coachée.
Par qui? Son avocat? Ou quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu fais? La preuve que ton ami Antoine connaît mieux Claire Beaupré qu'il ne le prétend. Je crois même qu'ils sont amants et qu'ils se mettent la même chose dans le nez. J'ai analysé les salives. Ouais. Celle de ce gobelet contient des traces de graisse animale, plus des résidus de moutarde. Ah, ça c'est moi, j'ai mangé un hot dog. Prenez des antiacides. Vous êtes angoissé, commandant? Tant qu'on n'a pas arrêté le meurtrier, oui. Dis-moi plutôt ce que t'as sur l'autre gobelet. Alors, dans la salive de celui-là, j'ai trouvé quelque chose d'un peu moins catholique. De la cocaïne. Il doit en avoir sur les doigts parce que j'en ai aussi trouvé sur les bords. Merci. Un agent infiltré peut faire des tas de choses pour s'imposer. Bien sûr. Il s'en met plein le nez. Il fait copain-copain avec la pègre locale. C'est la règle du jeu, Revel. Oui, mais mon problème, c'est que Claire Beaupré et Copeau nous mentent depuis le début. Ils font semblant de peu se connaître, mais ils sont amants. Et à quoi tu vois ça? Pourquoi elle le dit pas? Parce que c'est lui qui lui fournit la dope. Elle a échangé une addiction contre une autre. Et c'est précisément ce que son père lui reprochait. Tu cherches quoi, la Revel? Me dis pas que tu le soupçonnes d'avoir tué Beaupré. Comme n'importe quel individu assis près d'un gros tas de fric. C'est un flic! Et c'est aussi un mec. Et Claire Beaupré, une belle nana, pleine aux as, surtout depuis que son père est mort. Tu dis n'importe quoi. On voit que t'as jamais mis les pieds au stup, Revel. Tu sais pas les risques qu'on prend. T'imagines même pas jusqu'où ces gars sont capables d'aller pour faire tomber un réseau. Non, mais quand tu seras décidé, tu me diras jusqu'où t'es allé. C'est mal parti. J'ai appelé l'avocat de mon père. Stan va être mis en examen pour meurtre. C'est très bien. T'as parlé aux flics exactement comme je t'avais dit. T'as été parfaite. Les flics, les voyous. Tu parles d'eux comme si tu les connaissais par cœur. On en a vite fait le tour dans mon métier. Tu crois vraiment que Stan a pu tuer mon père? S'ils l'ont arrêté, c'est qu'ils ont des éléments sérieux contre lui. Pas seulement ton témoignage. Allez, t'en fais pas, ma belle. T'auras peut-être même pas à y aller au procès. Je me sens pas très à l'aise avec tout ça. L'important, c'est toi et moi, t'entends? Juste toi et moi. On va mener la grande vie tous les deux. Ça faisait quelques mois que Jean-Jacques soupçonnait que son bar servait de plaque tournante à un trafic de drogue. C'est lui qui a prévenu les autorités? Il a commencé à s'inquiéter quand nous avons été approchés par la brigade des stupéfiants. Vous insinuez que M. Beaupré était parfaitement au courant de l'identité réelle de Jérôme Gans? Vous voulez dire le capitaine Antoine Copeau? C'est pour cela qu'il ne souhaitait pas que sa fille fréquente cet endroit. Du moins, tant que l'opération n'était pas terminée et qu'il n'avait pas fait place nette. Je croyais que c'était à cause de la liaison que Gans avait avec sa fille. Pardon? C'était pas le cas? Ah, je l'ignore. Et si c'est le cas, je suis absolument certain que ça n'aurait pas plu à Jean-Jacques. Monsieur Beaupré ne se confiait pas à vous? Vous étiez son ami? La seule personne à qui Jean-Jacques se confiait sans réserve était Maude, Maude? Sa maîtresse? sa voyante. En fait, depuis des années, Monsieur Beaupré m'interroge sur des questions professionnelles. Ça va peut-être vous surprendre, mais c'est l'essentiel de mon activité. Comme beaucoup d'hommes d'affaires, Monsieur Beaupré me consultait quand il s'apprêtait à acheter ou vendre des sociétés ou bien à conclure un marché. Et plus il a prospéré, plus il m'a fait confiance. Et quand il vous a appelé la semaine passée, c'était aussi pour des questions professionnelles? Non. C'était pour sa fille, Claire. Il s'inquiétait de ses relations avec un homme. Qu'est-ce qu'il lui reprochait? Il le soupçonnait de fournir de la drogue à sa fille. Elle avait versé des sommes importantes à cet homme. Mais pourquoi Monsieur Beaupré vous demande conseil à vous? Il lui suffisait d'appeler la police? Non. Car cet homme était de la police. Et qu'est-ce que vous lui avez conseillé? Je lui ai suggéré d'être très prudent. Je voyais la mort non loin de lui. Mais j'ai cru que c'était Claire qui était menacée. Bon,
relevés de banque de Claire montrent qu'il y a eu des virements équivalents à 150 000 euros sur le compte de Jérôme Gans. En échange de la dope qu'il aurait filée. C'est plus une opération d'infiltration, c'est une opération de corruption. Coupeau a joué avec le feu, il s'est volé. Et quand Beaupré a rassemblé suffisamment d'informations sur lui, il a dû péter les plombs. T'es content? Tu tiens ton mobile? Je suis désolé, Mélanie. En même temps, j'aurais dû y penser plus tôt. Quand on approche quelqu'un de trop près, on peut finir par trouver sympathique même la pire ordure. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Entre nous, rien. Même si on était attirés l'un par l'autre. Hein, quand on s'est connus, j'étais déjà infiltrée auprès de Van Nuiten. Le trafiquant hollandais? C'était ma première grosse mission. Et j'ai vraiment merdé. Pourquoi? J'ai cru comprendre qu'il était tombé. Il a été tué pendant l'opération. Non, c'est moi qui suis tombée amoureuse de lui. Je m'étais prise au jeu, aveuglée, attachée, c'est comme tu veux. Et quand Van Nuiten s'est fait poignarder dans un règlement de compte, j'ai demandé ma mutation à Nice et Antoine et moi, on s'est plus jamais reparlé. Je sais qu'il m'en a voulu. Faut croire qu'il est tombé sur le même écueil. Il s'est pris pour le personnage qu'il était censé jouer. Et quand voulez-vous l'arrêter? Plus tôt, ce sera le mieux. Claire Beaupré court un grand danger auprès de cet homme. J'espère que vous ne vous trompez pas. Il s'agit quand même d'interrompre une opération majeure de vos voisins de bureau. J'en assume toute la responsabilité, madame la procureure. Je préviens les stupes. Vous l'embarquez? Qu'est-ce qui se passe? La brigade des stupes, on vient de faire un gros coup de filet, là. Vous avez arrêté l'affaire Piavoni? Oui, il y a pas mal de leurs associés, dont le patron du Night Fellow. L'enfoiré. Monsieur Piavoni François, Monsieur Piavoni José, Monsieur Gans Jérôme, vous allez être mis en examen pour extorsion, trafic et possession de substances illicites, meurtre avec préméditation. Reconnaissez-vous les charges? Meurtre? Mon frère et moi, on n'a tué personne, monsieur le juge. Et vous, monsieur Gans? Je suis prêt à collaborer avec la justice, monsieur le juge. Vous allez être transféré à la maison d'arrêt de la santé. Je dois vous féliciter, capitaine. C'était une opération remarquable. J'ai dû interrompre beaucoup trop tôt. On aurait pu descendre tout le réseau. Bon, les individus les plus dangereux sont tombés. Le dossier contre eux est en béton. Ils sont partis pour au moins 15 ans au trou. Moi? Je sors quand? Le temps de bétonner votre couverture et d'officialiser votre transfert vers une maison d'arrêt en province. Allô, centrale. L'opération est en cours. Je vais quitter la police, patron. Comment ça? J'ai sacrifié 1 an de ma vie à cette opération pour me retrouver emmerdé par des connards de la crime qui veulent me mettre à terre. Je trouve ça inadmissible. Mais la brigade, c'est ce qu'elle vous doit, capitaine. On ne vous laissera pas tomber. Je veux être transféré dès ma sortie de prison dans un lieu secret, avant d'être exfiltré à l'étranger, dans une destination de mon choix. Entendu. Commandant Revel. Quel plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé, Copo? Qu'est-ce que tu me veux encore? Te comprendre. T'as été un flic remarquable pendant 12 ans. Des occasions de toucher, t'en as eu des dizaines. Pourquoi maintenant? Pourquoi t'es passé de l'autre côté? C'est quoi, un sermon? Non. C'est juste un rappel de certaines valeurs, intégrité, sincérité, respect des lois. C'est bien ce que je disais, t'aurais dû être prêtre, toi, hein, pas flic. Sauf qu'un prêtre ne peut rien faire si on refuse de lui confesser ses crimes. Moi, je veux comprendre, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand t'as dérapé la première fois?
T'en avais marre de voir les malfrats mener la grande vie. C'est trop frustrant de voir toutes ces filles passer sous ton nez sans avoir la possibilité d'en profiter, toi aussi. Comme Claire Beaupré, par exemple. Je t'emmerde, Revel. Tu comprendras jamais. Et tu prouveras jamais rien non plus. On en reparlera quand j'aurai retrouvé ta lame. Même si tu tombes dessus, ça te mènera nulle part. Tu es con. Gardien. J'ai fait ce que vous m'avez dit. J'ai passé tous les bunkers au détecteur de métaux. Ça m'arrive de trouver des gourmettes ou des colliers. Cette fois, j'ai trouvé ça près du trou numéro 14. Et il était recouvert d'un bon mètre de sable. Bon, ben merci. Merci beaucoup. Merci. T'as vu, il y a des initiales gravées. JJB. Jean-Jacques Beaupré. Quoi, il l'aurait tué avec son propre couteau, il l'aurait nettoyé puis enterré? Le problème, c'est que c'est un couteau à un seul tranchant. Donc c'est pas l'arme du meurtre? À moins que... À moins que quoi? C'est pas vrai. Ah, le salaud. Voici l'arme qui a tué Jean-Jacques Beaupré. On n'a pas trouvé d'empreinte dessus. Sa fille a reconnu que M. Beaupré avait toujours ce couteau sur lui. Un cadeau que son père lui a offert quand il avait 16 ans. Bah, c'est un couteau à un seul tranchant. Oui, pourtant, c'est l'arme du crime. L'assassin a frappé la victime 2 fois. Une première fois, normalement. Puis, il l'a enfoncé à nouveau dans la blessure ouverte, mais en le tenant dans l'autre sens. Sur le côté épais. Ainsi, on peut croire que la victime a été tuée par un couteau à double tranchant. Comme le couteau de Stan Chéron que Copo nous a livré sur un plateau, ou plutôt sur un film vidéo. Pour aussi brillante que soit la démonstration, je ne vois pas en quoi elle accuse le capitaine Copo. Un trafiquant hollandais a été tué de la même manière il y a 3 ans lors d'un règlement de compte. C'était au cours d'une opération d'infiltration que dirigeait Antoine Copo. Vous devez vous en souvenir, commissaire Bernier. Le problème, c'est que depuis qu'il est sorti de prison, personne ne sait où il se planque. Personne? Pas sûr. Non seulement mon client, monsieur Piavoni, doit faire face à une peine de prison qui pourrait être longue, mais vous lui demandez de se parjurer. Non, il ne s'agit pas de parjure. Monsieur Piavoni ne sera pas sous serment. Et sa déposition ne sera pas utilisée comme pièce à conviction. Et si jamais il acceptait de vous aider dans votre enquête criminelle, qu'est-ce que monsieur Piavoni gagnerait? Une amélioration des conditions de sa détention. Et disons que les visites pourraient être autorisées durant les 6 premiers mois. Gant, c'est mon co-accusé, c'est pas vraiment une question de loyauté, mais pourquoi je vous aiderais à monter un dossier contre lui? Parce que si c'est pas lui qui porte le chapeau du meurtre de Beaupré, ce sera vous, Piavoni. Jérôme ne travaille pas pour la police, il me l'aurait dit. Il s'appelle Antoine Copo, mademoiselle Beaupré. Il travaille pour la brigade des stupéfiants. Votre père l'a menacé d'avertir sa hiérarchie qu'il exerçait des activités criminelles. Quelles activités criminelles? Vous fournir de la drogue, par exemple. Vous extorquer de l'argent. Qu'est-ce que vous attendez de mademoiselle Beaupré? Qu'elle témoigne contre Gans, alias Antoine Copo. Mais vous avez décidément rien compris. Jérôme, c'est lui la victime. Ces truands l'ont manipulé, il aurait jamais tué mon père, il m'aime. C'est vous qui ne comprenez pas, mademoiselle Beaupré. Regardez. Samedi matin, du fric avait disparu à la boîte. J'ai cherché Gantz, mais il était parti. Il est revenu vers 11h en voiture, il a dit qu'on n'avait plus à s'inquiéter pour Jean-Jacques Beaupré. Il mettrait plus son nez dans nos affaires. C'est impossible. Pourquoi il aurait fait ça? Il a fait ça pour vous, ou plutôt pour ce que vous représentez. L'argent, la liberté, la grande vie qu'un petit flic ne pourra jamais mener. Nous savons que vous devez le retrouver. Où est-il, mademoiselle Beaupré? T'es pas content de me voir, Antoine? Comment tu m'as retrouvé? Je te connais. Il m'a pas fallu bien longtemps. Je connais tes habitudes. On s'est jamais expliqué sur ce qui s'est passé il y a 3 ans, Antoine. C'est du passé, tout ça. Tu veux boire quelque chose? Je voulais dire que je vais changer de partenaire. Je trouve dégueulasse le harcèlement de Revel envers toi. Je m'en fous de ce mec. Il est incapable de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un flic infiltré. L'adrénaline, tout ça. C'est vraiment pas important. Pour moi, si. J'ai envie qu'on refasse la paire tous les deux. Tu déconnes? Pas du tout. Appelle Bernier. Je viens de lui demander ma mutation.
Toi et moi, on est pareils. Je te comprends parce que je suis passée par là, moi aussi. C'est un peu différent. Toi, t'étais tombée amoureuse d'un truand. Toi, t'es tombé amoureux de qui? De la petite Beaupré. Tu vas t'ennuyer à mourir avec elle. Toi, ce qu'il te faut, c'est quelqu'un qui partage les mêmes excitations et les mêmes peurs que toi. Quelqu'un qui aime se mettre en danger de la même manière. Même si on se prend au piège. Je sais ce que t'as fait pour moi, il y a 3 ans. De quoi tu parles? J'ai compris que c'était toi qui avais tué Van Nuiten. Tu l'as fait pour moi. C'est maintenant que tu t'en rends compte. Avant, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Je voulais te remercier à ma manière. Souvenir du bon vieux temps. Laisse tomber, Mélanie. C'est trop tard. J'ai tourné la page. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait là? Je vais t'expliquer. Tu couches avec elle? Bien sûr que non, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Je vous ai dit qu'il fallait jamais faire confiance à un flic. C'est vrai que t'es flic? Pourquoi tu m'as rien dit? Je pouvais pas t'en parler. Parce qu'il pouvait pas vous parler de sa frustration de vous voir dépenser sans compter alors que lui doit vivre sur un salaire de flic. Il ne vous aime pas, mais il en veut à votre argent. Bien sûr que si, Claire. Je t'aime. Et je t'attendais. Mais qu'est-ce que tu fais avec elle alors? On comprendra jamais ce qu'il y a entre nous. Nous sommes des flics, et c'est plus fort que tout. C'est moi qui l'aime depuis toujours, Claire. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu vas partir avec elle? Jamais de la vie. Tu vois pas que c'est un piège? T'es en train de tomber dedans. Stan, il vous aime, lui. Il s'est sacrifié pour vous libérer de l'emprise de votre père, et pour ça, il va faire 20 ans de prison. Entre son avenir et le vôtre, il a choisi. Vous étiez plus importante à ses yeux qu'il ne l'était pour lui-même. Il s'est sacrifié par amour pour vous. Et M. Gantz, le capitaine Copeau, l'a compris et il en a profité. C'est lui qui a rendu le couteau à Stan et qui lui a donné l'adresse du golf. N'importe quoi, c'est ridicule. C'est toi qui l'as envoyé tuer mon père. Mais tu vois pas qu'il est en train de te manipuler? Parce que votre père l'a démasqué, il devait protéger son business. Il est bien incapable de tuer par amour. Toi, le connard, tu sais pas de quoi tu parles. Dis-leur de quoi je suis capable. Il a tué un homme pour moi. Pour me libérer de son emprise. T'as tué un homme pour elle? C'était un voyou, il comptait pas. Et si moi je t'avais demandé de me libérer de mon père? T'aurais fait quoi? J'aurais fait n'importe quoi pour toi. Il suffisait de me demander. Oui, mais il a préféré utiliser Stan. C'est abruti. Il en était bien incapable. Mais alors pourquoi t'as demandé à Claire de témoigner contre lui si c'est pas vrai? Il vous l'a demandé, non? Il vous a même décrit le couteau avec lequel il avait fait sa lame. Et les 5 verres de vodka qu'il avait bu. Pas 3, pas 4, mais 5. Alors, pourquoi, Jérôme? S'il a pas tué mon père, pourquoi? Parce que la seule chose qui comptait pour lui, c'était de sortir de sa condition de flic. Il n'a pas voulu vous libérer de l'emprise de votre père. Pas plus qu'il a voulu libérer Mélanie en poignardant un truand. Il l'a fait pour lui et uniquement pour lui, pas pour vous. Sûr que si je l'ai fait pour toi, uniquement pour toi. T'as tué mon père. Tu l'as tué, hein? T'as tué mon père. Ah, tu l'as tué. Il le fallait. Il allait nous séparer. Je suis désolé, Antoine. On a fini, vous pouvez l'emmener. Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez besoin de moi? Vous pouvez pas monter le dossier contre les Piavoni sans moi. Ce n'est plus votre problème, Copeau. Vous ne faites plus partie de la police. Si j'avais pas buté le Hollandais, tu plongeais avec lui. Mais moi non plus, je t'avais rien demandé. Attendez-le. Comment j'ai fait pour pas voir ce qui était devenu? Mais tu l'as dit toi-même, de près la pire ordure peut avoir des côtés humains. Enfin, presque. Tout de suite, un deuxième épisode de Paris Enquête criminelle. Sébastien Bonnet, il est en dernière année. C'est un passionné d'architecture. Et que va devenir le projet de Sébastien Bonnet? Nous allons devoir le retirer du concours. C'est votre projet pour le concours? Oui. En tuant Sébastien Bonnet, on a aussi tué son projet. Votre projet me rappelle celui de ce jeune homme. C'est l'emplacement du futur gratte-ciel de la Défense. Mais il manque une photo dans le montage. Mais mon travail est une source d'inspiration pour ces jeunes architectes. Pourquoi l'assassin aurait fait disparaître une photo? Peut-être parce qu'il était dessus. Il arrive parfois que l'élève dépasse le maître.